Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ces débats qui réunissent les acteurs politiques du Lualaba pour débattre sur des questions qui défraient la chronique sur toute l'étendue du pays. Vous savez très bien que les opposants de la République démocratique du Congo s'est réunis à Lubumbashi pour assortir leur rencontre. D'ailleurs, c'est sanctionné par un communiqué là où ils ont signé tout le monde pour dire qu'ils exigent certaines réalités. Mais nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre. Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sang. Ils ont été ensemble pour parler de quoi, pour qu'ils exigent quoi. C'est de ça qu'on va parler dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Le débat est ouvert pour tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de nous écrire au 097 822 72 45, 097 822 72 45. Nous aurons à lire votre message. C'est une façon pour vous de participer dans cette émission. Aujourd'hui, sur ces plateaux, M. Jérémy Kapend, il est coordonnateur urbain du collectif de jeunes katumbistes dans la province du Lualaba. Avec lui, il va d'ailleurs émettre son point de vue sur la question. D'ailleurs, Monsieur Jérémy, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chenard, merci beaucoup d'avoir nous suivre dans cette tranche. Mais quelqu'un qui me posait la question, pourquoi est-ce qu'il porte d'habitude dans toutes les émissions, il porte les drapeaux? Les drapeaux, c'est le symbole du pouvoir. C'est notre drapeau. Ça montre le patriotisme. Ça montre la charge que nous avons dans ce pays. Ça montre le fait que nous devons défendre ce qui est bon. Nous devons défendre les opprimés. Nous devons défendre les faibles. Nous devons toujours être à côté des faibles pour pouvoir les défendre. Et toujours porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Voilà en fait en bref ce que je peux dire sur le port du drapeau que je porte au cou. Voilà. Voyez-vous, ce sont les épaules qui transportent, même quand vous êtes au village ou bien dans la carrière, ce sont les épaules qui transportent des lourdes charges. Avoir le pouvoir ou bien vous avez déjà le pouvoir? Nous sommes en train nous sommes le peuple et le pouvoir est au peuple. Donc dans la démocratie, d'abord, il faut comprendre que le pouvoir est l'œuvre du peuple, oui, pour le peuple, par le peuple. Donc nous sommes le peuple, nous avons le pouvoir. Une autre personnalité qui est avec moi sur ces plateaux, c'est Maître Emmanuel Kabouaï, si j'ai bien prononcé votre mot. Il est cadre de l'UDPS, Fédération de Colosie. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chounard, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Amani, la chaîne que nous aimons très bien. Et nous profitons aussi de l'occasion pour saluer Monsieur Contran, encore une fois sur les plateaux. Et nous sommes très contents. Sur toute l'étendue du pays, la fédération de l'IDPS Lualaba, disons Colosie, a des sérieux problèmes. D'ailleurs, d'entrée des jeux, comment se porte votre fédération? Merci beaucoup, M. Chounard, de la question. Je pense que aujourd'hui, nous pouvons parler de l'UDPS partout, en République démocratique du Congo, partout dans le monde aussi, mais également la ville de Colosie, la province du Lualaba n'est pas du reste. C'est-à-dire que ici, le parti est bien implanté partout, dans tous les quartiers et toutes les communes de la ville de Colosie. Néanmoins, à ce qui concerne la santé est relativement calme. Pour les troubles au sein du parti, malgré que nous sommes en train de lutter pour remettre de l'ordre au sein du parti et travailler afin de donner, encore une fois de plus, la majorité parlementaire au président de la République. Mais il y a certaines personnes qui s'évertuent à des inciviques. Donc, ils posent des actes. Mais pourquoi est-ce que vous ne les sanctionnez pas? Il faut les sanctionner quand même. Oui, vous savez, l'UDPS est un parti qui est basé sur la démocratie. Nous laissons chaque personne s'exprimer comme elle veut. Et à un certain moment, la discipline est en train de s'imposer. Aujourd'hui, par exemple, il y a un incident qui est intervenu à la permanence du parti, alors que les cadres ou les commissaires la CEP, qui est Maître Jacquemain Chabani, qui est venu pour consoler, voir l'état d'avancement des activités au sein de la commission électorale locale.
malheureusement, il y a certains individus qui se sont attaqués aux cadres pour commencer à proférer des injures et des attaques. Il y a ceux-là dont leurs habits ont été déchirés. Et les instigateurs de ces gestes sont très bien connus. Mais nous promettons à ce que la justice fera son travail normalement, parce que nous n'allons pas laisser l'indiscipline régner au sein du parti. Ils vont quitter l'UDPS. Bien connues qui auraient donné l'ordre, pour que des paisibles combattants, des paisibles cadres soient attaqués. Alors, nous, moi personnellement, en tant que les chargés des questions juridiques et droits humains, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout avec ces actes d'incivisme afin que l'ordre soit rétabli au sein du parti. Mais on risque aussi de vous attaquer, hein? On va nous attaquer par qui? Nous sommes là, nous sommes très forts et personne ne va s'attaquer à un parti. Voilà, je sais que dans toute famille, il y a toujours des petits problèmes et l'IDPS va gérer ces problèmes et la solution ne viendra que de membres. Alors, on commence notre mission. Monsieur Jérémy, comment analysez-vous d'abord cette rencontre des opposants de la République démocratique du Congo qui se sont réunis seulement qu'à Lubumbashi? Votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup, Monsieur Chunard. En fait, c'est tout à fait normal que les Congolais patriotes qui ont la volonté de pouvoir voir les choses évoluer puissent se réunir quelque part dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo. Nous avons préféré que ce soit à Lubumbashi et précisément en République démocratique du Congo pour éviter les histoires comme non, l'opposition est allée se réunir à l'extérieur, oui, à Genève et tout ça. Alors, il a été décidé que tout devait se passer au Congo parce que tout ce qui s'est passé concerne le Congo et c'est pour le bien du Congo et des Congolais. Tout s'est bien passé. Il y a une déclaration qui a été faite. En fait, nous sommes appelés à nous organiser. Nous sommes en train de passer ou de traverser une période qui est pratiquement préélectorale. Alors, toutes les forces, vous avez vu même de l'autre côté, il y a les amis qui sont dans l'Union sacrée qui se sont organisés aussi. Ils ont créé la charte et tout ça. Alors, ça, c'est une façon de s'organiser. Mais nous aussi, de notre part, nous avons trouvé qu'il fallait réunir les cerveaux patriotes pour pouvoir dénoncer certaines choses, pour pouvoir en exiger également d'autres et à la fin essayer d'annoncer ou d'effectuer les grandes annonces également. Et donc, ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est que l'opposition s'est réunie. Premièrement, tout le monde s'attendait à ce que l'opposition va trouver un candidat commun. Non. Qu'on trouve un leader qui va diriger l'opposition. Le leader est déjà naturel, il est là. Il fallait d'abord penser au Congo et parler du Congo. Tout le monde s'attendait à ce que pour le Congo, ce mouvement puisse se choisir un candidat déjà. Non, ce n'est pas encore le moment. Nous étions présents pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. En fait, ces communiqués comportent trois grandes parties. La première partie, c'est la partie qui fait le constat de la situation catastrophique de notre pays. Oui. Sur le plan sécuritaire, vous comprenez qu'à l'est du pays, le Grand Kivu, Ituri et Bandundu, il y a un problème sérieux d'insécurité. Il y a des Congolais qui sont en train d'être tués régulièrement et journalièrement. Nous avons une autre partie, une très grande partie d'ailleurs de la République démocratique du Congo qui est entre les mains des envahisseurs, des agresseurs des Rwandais. Une très grande partie. Il y a les M23 qui se sont retirés de Bunagana, mais ils se sont retirés laissant les Ougandais et les Kenyans à Bunagana. Et les forces de l'EAC interdisent au FARDC de pouvoir piétiner Bunagana, alors que Bunagana c'est au Congo. Les FARDC doivent impérativement piétiner partout où il y a le sol congolais. Vous avez dénoncé également les tribalismes. Oui, ce sont les antivaleurs, même les papes l'avaient dénoncé, le cardinal Ambongo le dénonce, le président lui-même avait dit théoriquement qu'il allait lutter contre les antivaleurs et contre le tribalisme, mais fort malheureusement, c'est un mal qui continue à ronger la République. Moi, je pense qu'on va y revenir, on va entrer dans le fin fond du message. Maître Humain, vous de la majorité, qu'est-ce qui se cache de cette organisation que les opposants sont en train de faire? Monsieur Chunard, je pense que... Ça vous fait peur? Ça ne nous fait pas peur. Je pense que l'opposition, qui est d'abord en ordre dispersé,
a compris qu'avec la réunion qui s'était tenue, ou bien la rencontre qui s'était tenue à Kinshasa, pour signer la charte de l'Union sacrée, et ils ont compris qu'effectivement, les choses sont devenues sérieuses, les élections se pointent à l'horizon. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions aujourd'hui remplacer le président Félix Tshisekedi, chose qui est tout à fait normale. Les Congolais doivent se réunir, tous ceux qui pensent aussi conquérir le pouvoir doivent se mettre ensemble afin de peaufiner les stratégies et aussi voir comment accéder dans les institutions publiques. Mais je qualifie cette rencontre de Lubumbashi d'une vaste aventure parce qu'elle ne va pas tenir. Vous savez vous-même que les opposants sont partis. D'abord, il y avait un problème dans la Mouka, où le président Moïse Katumbi était aussi membre. Il a été déchu par le même par M. Fayoulou, les députés nationaux Fayoulou. Et aujourd'hui, il est président élu d'autres personnes, pas des Congolais. Ils sont partis à Lubumbashi pour tenir des propos dont nous-mêmes nous qualifions des propos qui sont vraiment qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas leur sous-bassement. Parce que j'ai entendu Monsieur Jérémy parlait du tribalisme. Dans leur message, effectivement, il y en a, je ne sais pas, ils ne se sont pas exprimés par rapport au tribalisme. De quoi s'agit-il? Or, le pays est en train d'être géré. Il y a l'équilibre social. Lorsqu'il y a eu le remaniement du gouvernement par le Premier ministre Sam Lukonde, toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été ou bien sont représentées dans ce gouvernement. Que dire qu'il y a le tribalisme, je pense que l'opposition a manqué les termes, a employé effectivement. Quand il parle du problème de l'insécurité, je pense bien que ce pays a une histoire. Nous connaissons tous comment la guerre qui ronge la République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie Est, a commencé. Et aujourd'hui, la volonté manifeste du président de la République est de mettre hors d'état de nuire tous ces rebelles qui sont en train de mettre la population congolaise vraiment en difficulté de vivre dans toute quiétude. Aujourd'hui, nous pensons que l'opposition a fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ne seront pas en mesure... Une vaste aventure. Une vaste aventure, je l'ai dit tantôt. Ils ne seront pas en mesure de s'accorder sur un seul candidat afin d'affronter le président de la République. Nous sommes en train de nous préparer. Ils ont compris qu'avec la charte de l'Union... Mais vous avez imposé... Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous avons imposé quoi? Vous avez imposé les Camérés qui aspiraient aussi à être des présidents de la République. Nous l'avons Vous leur avez imposé. Je pense dans les couloirs, nous étions en train de parler avec M. Jérémy qui a voulu aussi entamer votre point de vue. Il n'y a pas eu effectivement démocratie, mais je vais lui dire ici qu'il y a eu démocratie parce que avant nous ne sommes pas dans un contrat d'adhésion où vous lisez, comme nous partons, lorsque nous partons payer les bouquets de Canal+, nous trouvons qu'il y a déjà les conditions préétablies. Nous y adhérons sans toutefois laisser un mot. Alors ici, dans la charte de l'Union sacrée, tout le monde a lu, a consenti. Il y a même des partis politiques. Je vais faire voir ça, monsieur Jérémy, qu'il y a eu des partis politiques qui ne sont pas dans les institutions, mais qui ont adhéré dans cette charte-là. Est-ce pour dire qu'il n'y avait pas eu la démocratie? Il y a eu la démocratie. Nous, l'UDPS, nous sommes en train de démontrer en face du monde que la démocratie n'est que notre leitmotiv, notre cheval de bataille, afin que nous puissions bien mener les combats que nous sommes assignés. Monsieur Jérémy, pensez-vous que c'est une aventure comme les autres les disent? Parce que la majorité a perçu votre rencontre comme étant une aventure. Et en même temps, vous n'allez pas vous accorder sur le choix d'un seul candidat à la présidence. Parce que Martin Fayoulou, lui qui fut candidat malheureux, ne pourra pas accepter que Moïse puisse postuler en même temps que lui, il soutient Moïse. Voilà. Laissez-moi vous dire ici que ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'était une messe patriotique qui s'est déroulée à Lubumbashi. Ce sont les patriotes qui se sont réunis pour pouvoir trouver solution aux problèmes de la République. Laissez-moi vous rappeler le contenu de la déclaration. Alors, la partie exigence, l'opposition politique congolaise exige à ce qu'il y ait la fin de l'instrumentalisation de la justice. Il faut mettre fin à l'instrumentalisation
de l'appareil judiciaire, de l'appareil fiscal, contre les candidats. Ils se sont déjà déclarés. Il faudrait qu'on y aille point par point, parce que nous allons aborder point par point. Je vais y aller d'abord, je vous donne la synthèse ou le contenu, et maintenant on va y aller, on va discuter cela. Et ils ont également demandé qu'il y ait pratiquement la fin des arrestations arbitraires. Vous le savez vous-même que dans ce pays, depuis un certain temps, on brille par la violation des textes légaux et nos frères sont vraiment champions dans cette pratique. Même la Constitution, ils foulent la Constitution au pied, mais nous comprenons qu'ils ont raison puisqu'ils n'ont pas participé quand nous étions en train de voter les référendums. Et ne s'étaient pas enrôlés en 2006, alors qu'en 2007, quand nous étions en train de voter la Constitution, ils n'étaient pas concernés. Il faut qu'il y ait mettre fin aux arrestations arbitraires ou des activistes de la société civile et la libération également des prisonniers politiques. Nous pouvons prendre l'exemple de Jean-Marc Abound. Quelle est l'infraction que Abound a fait? Il est un prisonnier politique et il y en a encore à travers le pays. Les propos qu'il a tenus, vous pensez que ce sont des propos qui vont apporter la paix dans ces pays? Il n'a pas tenu des propos incendiaires. À l'endroit du président de la République? Non, il n'a fait que dire la vérité. Fin des tueries dans le Grand Kivu, Ituri, Katanga, Bandundu ainsi qu'à Kinshasa. Vous voyez l'insécurité grandissante à Kinshasa. Vous voyez comment est-ce qu'au Katanga, l'insécurité est aussi en train de monter en puissance. Mais ça ne va pas du tout. Il fallait dénoncer tout cela. Les Congolais sont en train de périr journalièrement. À l'Est, on égorge les Congolais chaque jour. Bunagana qui a été libéré par les M23, mais il y a des peuples pasteurs qui sont en train d'être installés par les Ougandais. Les forces qui nous agressent, ce sont les mêmes qui sont encore dans les forces de l'EAC. Et donc, c'est une chose et son contraire. Nous avons également exigé à ce qu'il y ait une conduite urgente de l'audit du fichier électoral afin que le peuple congolais puisse avoir un fichier électoral intègre qui reflète réellement les réalités démographiques du pays. Et également, il faudra qu'il y ait des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, tout au cours du processus électoral. Donc, dans tout ce qui se passe déjà ici, il doit y avoir des observateurs. Et maintenant, tout s'est soldé par l'annonce, ou la grande annonce de la marche du 13 mai 2023 pour pouvoir dénoncer l'insécurité grandissante dans les pays, pour pouvoir dénoncer la vie chère et la misère du peuple congolais, pour pouvoir également dénoncer les processus électoraux chaotiques qui a mal démarré. Vous-même, vous avez constaté comment est-ce que l'enrôlement des électeurs s'est déroulé. Les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Ici, particulièrement au Katanga, comme nous sommes ici, nous avons constaté que les conditions n'étaient pas bien réunies. Les machines étaient toujours en panne, rupture des stocks, des fiches F01 ainsi que des cartes d'électeurs vierges sur lesquelles il fallait imprimer. Beaucoup de gens, alors que les machines, sur 3 machines, il n'y avait qu'une machine qui fonctionnait. Et donc, les conditions n'étaient pas bonnes. Hormis tout ça, il y a la vente des cartes d'électeurs. Personne n'a obtenu gratuitement sa carte. Tout le monde a acheté sa carte. Voilà, moi je pense que vous avez fait la synthèse. Vous avez un peu la situation. Alors je ne vois pas en quoi ce que nous venons de dire ici. Je ne vois pas en quoi ceci peut constituer une aventure. Ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo qui est en train de tenir des propos pareils. Ce n'était pas une aventure, mais c'était une messe. Rapidement, prenons le premier point. Vous avez dénoncé la vie chère des Congolais. Avez-vous vu, ou bien avez-vous vu les Congolais se plaindre par rapport à la vie chère? Je vous dis que nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les Congolais. Il s'est fait que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous nous sommes battus avec eux, côte à côte, pour pouvoir chasser le front contre le Congo qui était en train de martyriser le peuple congolais. Mais quand nos amis ont accédé à la magistrature suprême, ils ont oublié d'où ils sont venus. Tellement ça s'est fait qu'ils sont en train de vivre dans leur monde et le peuple aussi est en train de vivre dans son monde. La vie est très chère et la vie coûte très cher dans ces pays. D'abord, il y a un dernier rapport sur les capitales du monde qui sont les plus chères. Et parmi les capitales où la vie est très chère, nous avons Kinshasa qui est sur cette liste. C'est officiel, vérifiez, vous allez trouver ça. À part cela, soyons pratiques. Quand vous allez sur le marché, ici, chez nous à Kolwezi, que ce soit à Lubumbashi ou partout, vous allez constater que le pays est en train de traverser une situation inflationniste. C'est-à-dire, il y a hausse généralisée des biens et services, des prix des biens et services sur le marché. Tous les biens sur le marché voient leur prix en train d'augmenter. Alors que les salaires de nos parents
Alors que ceux qui se débrouillent chaque jour pour trouver de quoi manger, leur rémunération n'est pas en train d'augmenter. Si vous étiez en train de travailler chez les Chinois et que vous perceviez 250 000, et donc vous restez avec un revenu fixe de 250 000, alors que la farine que vous étiez en train de payer à 20 000 francs est passée de 20 000 à 65 000, voire 70 000 francs actuellement. Vous voyez la charge que les parents ont. Hormis cela, ils doivent nourrir les enfants. Il faut payer les transports, il faut payer les études des enfants. Il faut. Mais qui est responsable? Est-ce que c'est l'UDPS ou bien c'est l'UDPS qui est le pays, le parti au pouvoir. C'est l'UDPS qui gère actuellement. Ils doivent se prendre en charge, ils doivent être responsables et voir ce qui ne va pas. Je vais revenir afin de pouvoir stabiliser la situation socio-économique du pays. Mais sinon, ça ne va pas. Voilà, Maître Emma. Cette rencontre s'est sanctionnée par un communiqué où les opposants exigent plusieurs choses, c'est notamment l'instrumentalisation. Il faudrait que l'instrumentalisation des institutions puisse prendre fin. Et surtout la justice. Je pense que j'ai dit tantôt que c'est une aventure que l'opposition est allée faire à Lubumbashi. De tous ces gens-là, personne n'a une leçon de morale à donner au pouvoir de l'UDPS. Je l'assume. Je vais prendre le cas du sénateur Matata Mponyo. Il était Premier ministre dans ce pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu? Et comment il peut expliquer au peuple congolais dont il veut avoir confiance afin d'être président de la République prochainement? Comment va-t-il expliquer au peuple congolais l'affaire de Boukangalos? Oui, d'un projet gigantesque, un projet salvateur pour le peuple congolais de Boukangalonzo peut naître une grande université privée, pas une université d'État, une université privée à Kindu, au Maniema, dans sa province. Il va expliquer au peuple congolais. Et lorsque la justice... Mais quand même, il fut Premier ministre, il avait des moyens. S'il vous plaît, nous sommes tous Congolais, nous connaissons le revenu de chaque personne. Lorsqu'on avait dit qu'on puisse déclarer les biens, les biens de chaque Premier ministre, nous connaissons ce qu'a été le revenu du Premier ministre Matata Mponyo à l'époque. Et aujourd'hui, ça ne peut pas nous fournir une très grande université comme celle-là, une fondation, un hôpital, tout ça. Nous ne pouvons pas parler parce qu'il est opposant aujourd'hui. Il n'est pas opposant, c'est un frustré. Revenons-en d'abord. Si la justice poursuit un individu comme Matata Mponyo, pour que les faits soient, qu'on puisse élucider le fait dont il est reproché de détournement. Est-ce qu'il y a tracasserie ou bien il y a manipulation de la justice? Donc le peuple congolais veut avoir la clarté sur les détournements des fonds alloués au projet Boukangalonzo. Mais dans ces cela ne peut pas dire que nous sommes en train, ou le pouvoir, comme ils veulent toujours dire, le pouvoir instrumentalise la justice. Ce n'est pas ça. Les Congolais ont besoin de savoir où est parti cet argent destiné au projet Boukangalonzo. Comment était la vie lorsque Matata Mponyo dirigeait? Lui-même qui fut Premier ministre, lui-même ministre des Finances, qu'est-ce qu'il avait fait? Comment était les taux de dollars? Et nous ne pouvons pas... Pratiquement 93. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas toutefois commencer à jeter la responsabilité. Ce qu'on n'a pas pu faire hier, on veut le faire aujourd'hui. C'est vraiment une fuite de responsabilité. Je prends le cas de notre soi-disant opposant. Un rebelle, celui qui est venu dans ces pays par les armes, qui a tué à l'est de la République démocratique du Congo. Il fait partie de ceux-là qui ont souffert, qui ont fait souffrir les peuples congolais à l'est de la République, qui est de l'I 5. Il peut aujourd'hui se dire qu'il est congolais et qu'il est opposant. C'est un frustré. Nous connaissons, nous ne sommes pas ici pour étaler la vie de chacun, mais nous disons que si vous êtes frustré, il ne faut pas amener votre frustration au sein de la population pour dire non, voilà, le pouvoir a échoué, nous sommes prêts à relever les défis. Non, ce n'est pas ça. Il faut dire la vérité de ce que vous êtes en train de faire en catimini. Un rebelle n'a pas une leçon. Est-ce qu'il est déjà rentré même à l'Est là-bas pour demander pardon à la population qui est tuée pendant qu'il était rebelle? Quand il parle aujourd'hui... Je vous pose une question. Oui. Quand il parle aujourd'hui de l'instrumentalisation de la justice, ne voyez-vous pas que Jean-Marc Kabunda a été arbitrairement arrêté? Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été jugé, mais il est en prison. Qu'est-ce que vous appelez arrestation arbitraire? Lorsque la justice trouve que vous êtes poursuivable à cause de faits que vous avez commis, les faits qui sont infractionnels, et qu'on vous interpelle, vous appelez ça une arrestation arbitraire? Non, arrêter quelqu'un arbitrairement, c'est
arrêter lorsque vous ne vous reprochez de rien. Vous êtes chez vous à la maison, endormi avec vos enfants, on vient à la maison sans toutefois avoir commis des faits infractionnels, on vous arrête, on part avec vous sans toutefois qu'il y ait même un document d'IMA signé par le ministère public, vous êtes arrêté comme ça, vous partez. C'est là que nous pouvons dire qu'il y a une arrestation arbitraire. Mais lorsque vous avez commis des faits infractionnels et que la justice vous reproche, vous met la main sur vous afin que vous soyez entendu et que la vérité soit établie ou la responsabilité soit établie, il n'y a pas une arrestation arbitraire. Je prends encore une fois de plus les cas de Moïse Katumbi. Vous savez, lorsque vous n'avez pas les nerfs pour faire la politique, il faut vous taire. Et vous avez les responsabilités qui sont les vôtres, de diriger les équipes de football. Et vous ne pouvez pas venir montrer à la population que c'est vous qui l'aimez plus que ceux qui dirigent actuellement. Non, vous n'êtes pas plus congolais que les autres. Il a fait quoi? Nous tous, nous sommes congolais. Nous connaissons bien ce que Moïse a fait dans ce pays lorsqu'il était gouverneur de province. Qu'est-ce que le là-bas avait profité? Qu'est-ce que le Tanganyika profond avait profité pendant qu'il était gouverneur de province? Et voilà la leçon. Les gens pareils qui étaient partout dans tous les business où les paisibles citoyens faisaient, lui était là en tant que gouverneur. Aujourd'hui, on vient nous donner une leçon de morale pour dire le peuple souffre. Et c'est moi, quand je serai président public, je vais donner à la population la nourriture 3 fois par jour. Mais c'est une vaste distraction. Nous ne pouvons pas nous mêler dans cette histoire. Nous ne pouvons pas nous mêler dans cette histoire-là, M. Chouna. Nous sommes concentrés pour améliorer les sociales des peuples congolais, vous savez. Mais quand ils disent que la vie est devenue chère aujourd'hui, très chère même, la vie est devenue chère, est-ce que cela est réel? Ce n'est pas réel. Vous comprenez? Je vais donner ici un cas. Lorsque Mosé Kabila est arrivé au pouvoir, parce que les gens parlent les taux de dollars et consorts, ils veulent donner. Nous sommes intellectuels, faisons un débat scientifique, même si nous ne sommes pas économistes, mais nous avons quand même certaines notions préliminaires de l'économie. Nous pouvons expliquer au peuple ce qui se passe exactement. Lorsque Mosé est arrivé au pouvoir, les taux de dollars étaient de combien? Et quand il est parti, paix à son âme, Joseph Kabila est arrivé. Il a trouvé les taux de dollars à combien? Aujourd'hui, les taux de dollars est à combien? Alors, nous ne pouvons pas faire un débat pareil, comme M. Daniel, M. Jérémy est en train de le dire, il prétend que s'il est président de la République demain, il ferait mieux que ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler. Le président, vous savez dans ces pays, le président de la République est en train de travailler sur la maternité gratuite. C'est tout à fait mais quand même, fait mandat. Vous avez déjà vu que nous sommes en train de travailler pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Et nous demandons encore une fois de plus, même si ce n'est plus le temps de la campagne, nous demandons à ce que le peuple, lors des élections, que le peuple nous donne encore une fois de plus la confiance, nous fasse confiance pour que nous puissions travailler. Comme vous l'avez dit, vous l'avez dit bien, vous l'avez dit très bien que nous ne sommes pas pendant la période de la campagne, M. Jérémy. Vous avez exigé plusieurs choses. Pensez-vous que cela sera respecté par le régime en place? Je vois d'abord que mon frère ici s'est lancé dans les élucubrations et dans des allégations gratuites en fait. Il a dit que tout le monde ici, Matata a fait ceci. Écoutez, s'il y a des gens qui peuvent donner des leçons de gestion, c'est l'équipe choc qui s'est réunie à Lubumbashi. Le sénateur Matata, c'est parmi les premiers ministres exemplaires et modèles dans ces pays. Avec Matata, le cadre macroéconomique semblait présenter une certaine stabilité. Les taux d'échange du dollar étaient restés pratiquement à 90 pendant autant d'années. Mais c'est ce qu'eux n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Ils ont trouvé le dollar à 150, mais aujourd'hui nous sommes à combien? 1 dollar est égal à 2223 francs. Le dollar devrait rester à 50 000 de 2001 jusqu'aujourd'hui. Nos frères qui se sont réunis à Lubumbashi. Mais si aujourd'hui, je vous pose une question. Oui. Si aujourd'hui le taux de dollar a grimpé, c'est-à-dire il n'y a pas eu un plan de planification pour les années qui viendront? En tout cas, le gouvernement que nous avons ici, je vous ai toujours dit qu'il n'a pas le sens des priorités. Et ont d'autres priorités alors que le peuple a d'autres priorités. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien qui se fait en fait.
Ils sont seulement en train de se préparer pour aller aux élections, mais rien ne se fait. Comme vous le voyez, en train de solliciter la confiance du peuple, rien ne se fait, rien n'est planifié pour pouvoir stabiliser la situation sur terrain. Moïse Katumbi dans ce pays, mais écoutez. Le Katanga avant Moïse Katumbi et le Katanga après Moïse Katumbi, c'est deux choses différentes, c'est le jour et la nuit. Katumbi n'est pas le premier gouverneur du Katanga. Le Katanga a existé depuis longtemps et il y a eu plusieurs gouverneurs qui se sont succédés. Et ce que Katumbi a réalisé, Katumbi a fait plus même que ce que les Belges ont fait dans ces pays. Il a asphalté, oui, quel bâtiment Katumbi a asphalté plus de kilomètres de routes que les Belges. Eh oui. Vous voulez nous construire des bâtiments alors que là où vous voulez construire, il n'y a pas de route. La route ici, le Lubumbashi-Kolwezi, il fallait des mois. Mais écoutez, c'était sur le leadership qui était gouverneur du Katanga. Il faut dire la vérité. La route Lubumbashi-Kolwezi, il nous fallait 1 mois, 3 semaines, 2 semaines pour quitter Kolwezi et arriver à Lubumbashi. Et même quand vous arrivez à Lubumbashi, vous arrivez comme un creuseur qui était en train de creuser dans des puits. Et maintenant vous sortez, vous êtes rouge complètement. Katumbi est arrivé, il a fait ce qu'il a pu faire et aujourd'hui on peut faire quelques heures, nous sommes à Lubumbashi et nous retournons. Katumbi a construit le plus long pont. Mais quand même, c'est un bon gestionnaire dans les affaires sportives. Mais oui, Katumbi c'est un bon gestionnaire, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur. Et si nous donnons ces pays, nous remettons ces pays entre les mains d'un investisseur, c'est lui qui va commencer à gérer la chose publique avec cette rigueur d'une entreprise privée. Je vous assure que le Congo va décoller. Ça ne sera pas les histoires comme ce qu'on nous raconte ici. Non, non, le Congo va décoller. Katumbi a un leadership constructif, un leadership convaincant et il va beaucoup faire et faire grand chose pour ces pays. Alors, il a dit ici que il sera difficile de pouvoir se choisir un candidat, mais non. D'abord, cela, premièrement, n'était pas au menu ces jours-là. Deuxièmement, nous allons y aller candidat par candidat. En ordre dispersé. Mais non. On ne sera pas en ordre dispersé. Ce qui s'était produit à Genève ne se reproduira plus à Lubumbashi. Mais pendant qu'il y a PPRD aussi. Le premier candidat, oui. PPRD viendra nous rejoindre, ne vous en faites pas. Le premier candidat, on voit le camarade, on commence avec Martin Fayulu. Martin Fayulu, déjà, on l'avait fait confiance. Il a déjà été soutenu. On lui avait donné la chance en 2018. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, lui est déjà disqualifié. On ne va plus encore reprendre, lui donner encore la chance. Non, non. Pour lui, c'est déjà fait. Il doit se mettre un peu à côté pour laisser. Est-ce que son parti va accepter? Ce n'est pas une question de parti. Ce sont les leaders qui décident et ils viendront informer le parti. Puisque avant ce qui s'est passé, il y a eu d'abord consultation avec le cadre. Et donc, le président Fayulu, nous lui avons déjà donné cette chance. Il a fait, il a montré ses preuves, il a fait ce qu'il a pu faire et les choses se sont déroulées comme elles se sont passées. Monsieur, c'est qui encore Matata Pogno. Matata Pogno est arrivé, il nous a rejoint dans l'opposition. Il n'a même pas encore 2 ans. Et donc, il doit d'abord se calmer, mettre ses ambitions un peu à côté et essayer de voir comment accompagner nos frères qui sont là. Mais s'il y avait quelqu'un de LGD qui allait parler aussi de Matata Pogno. Délice Sanga, ça sont les analyses que nous faisons, puisque cela n'a pas été à l'ordre du jour. Nous effectuons tout simplement les analyses. Délice Sanga, c'est quelqu'un qui est vraiment compréhensif. Je pense que si vous comparez le parti de Délice Sanga et le parti du président Moïse Katumbi, vous verrez que le parti du président Moïse Katumbi, c'est vrai que c'est un nouveau parti, c'est parmi les jeunes nés, les nouveaux nés, mais le parti de Moïse Katumbi a plus de membres que tous les partis. Le premier parti à avoir plus de membres dans ces pays, c'est le parti de Moïse Katumbi. Un parti bien implanté dans toutes les provinces et très bien structuré, bien organisé. Le pays avec beaucoup plus de membres. Et donc là, c'est-à-dire que les camarades d'Elice Sanga devra aussi revoir un peu à la baisse ses ambitions. Et le candidat naturel que nous avons, il est là et donc il va prendre la commande de l'opposition et nous allons aller jusqu'à chasser. Mais moi je pense, revenons un peu dans notre débat. Vous avez parlé de votre leader politique. Oui. Maître Emma, vous prenez votre mal en patience. Vous avez exigé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 9 mois ou bien à 8 mois des élections, pensez-vous que les régimes en place prendront ça avec considération? C'est ça le plus grand problème que nous avons. Les régimes doivent... Ce que l'opposition a dit, c'est ça même le problème que le peuple a. Ce sont les priorités sur lesquelles les régimes devront se pencher. Et dès que vous résolvez ces problèmes, vous verrez que tout le monde va se calmer. Moïse Katumbi avait dit que si Tshisekedi avait réussi son mandat, j'allais me retirer carrément de la politique. Il avait dit ça.
s'il s'est engagé encore en politique, c'est parce qu'il a constaté que l'échec est cuisant, le bilan est chaotique, la situation est Il a contribué aussi à l'échec. Hein? Non, Katumbi a envoyé ses meilleurs éléments dans les gouvernements. Mais malheureusement, le terrain n'était pas bon, le coach n'est pas performant. Et qu'est-ce que vous voulez que les joueurs puissent faire? Il faut qu'il y ait une stratégie de jeu sur le terrain. Alors, ça n'a pas été facile à ces gens de pouvoir travailler. Mais c'était quand même parmi les ministres les plus performants du gouvernement Samuel Konde, parmi les ministres les bons, qui vous travaillez sérieusement. Et même ceux qui sont restés, vous voyez, il y a Lutnula qui est resté, il y a Moïnozan qui est resté. Et vous voyez comment est-ce que ces gens se débrouillent quand même par rapport à leurs ministres qui sont dans les gouvernements. Je sais que vous aurez aussi à ramasser quelques sur ce que monsieur Jérémy a dit. Mais vous avez promis au début du mandat que vous allez terminer la guerre dans la partie Est. Aujourd'hui, la situation continue toujours à se dégrader. Merci beaucoup. Je pense que je vais y revenir. Quand même, c'est une exigence bien fondée. Très bien. C'est une question très normale. La population congolaise a besoin de la paix. Parce que pour parler du développement, il faut qu'il y ait la paix. Pour que les investisseurs viennent dans notre pays, il faut que la paix règne sur l'étendue du territoire national. L'argent n'aime pas les Il n'y a pas grande chose de parler de la paix, de parler de l'Est. Nous allons y revenir. Je vais rebondir sur la question de M. Jérémy qui a parlé de la route Lubumbashi-Kolwezi. M. Jérémy, l'œuvre de vous Moïse. Êtes intellectuel, vous lisez la Constitution tous les jours. Ce n'est pas l'œuvre de Moïse. La route Lubumbashi-Kolwezi est l'œuvre du gouvernement national. Si Moïse aimait le Katanga, nous devions voir la route qui quitte Lubumbashi vers Kamina, Tanganyika et partout, donc sur l'étendue de la province de la grande province du Katanga. Mais chose grave. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Malgré, vous qui aimez le Congo, attendez, monsieur Jérémy. Qui aime le Congo. Monsieur Jérémy, patientez, vous aurez à réagir. Voilà, vous allez réagir. Ils ont été au pouvoir depuis 2010. Vous allez réagir. Qu'est-ce qui a été fait à part Monsieur Jérémy, vous allez réagir. Combien de routes ils ont fait? Maître Emma, prenez la parole. Merci beaucoup, M. Chounard. Oui. Vous comprenez que c'est une question grave. Quand M. Jérémy a compris vous voulez nous montrer que vous avez beaucoup prendre la parole pour embrouiller les Je vous pose tout simplement une simple question. Continuez. Qu'avez-vous fait? Vous avez posé la question. Maîtrisez-vous, M. Jérémy. Je vais vous ramasser au mot. Vous avez parlé que Moïse a construit. Quels sont les bâtiments que Moïse a construits depuis que les Belges sont partis? Quels sont les bâtiments que nous avons à Lubumbashi? J'ai parlé de l'asphaltage des routes. Vous connaissez bien la ville de Lubumbashi. Nous connaissons bien la ville de Kolwezi. Nous connaissons bien que Kalemi et Kamina sont actuellement les villes de leur province ou les chefs de leur province. Qu'est-ce que Moïse a fait dans ces provinces là-bas? Une province avec son immensité de la richesse. Qu'est-ce que Moïse a fait? S'il aimait, effectivement, parce que nous ne pouvons pas parler de la République démocratique du Congo. Prenons d'abord la province du Katanga. Qu'est-ce que Moïse a fait dont la population katangaise en général peut se taper la main sur la partie de la première priorité rien de tout cela. Et on vient ici nous embrouiller et prendre un pays comme la RDC et dire que nous allons donner la nourriture 3 fois aux Congolais. Ce n'est que des chimères, ce ne sont que les mensonges. C'est une utopie. Non, elle pense que c'est impossible. Alors, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. Faisons un débat de sorte que nous puissions informer à la population pourquoi vous avez fait votre rencontre à Lubumbashi. C'est une rencontre dont vous trompez la population pour dire qu'il y a l'instrumentalisation de la justice, il y a la vie chère, et il dit que la CENI a été mal constituée. Effectivement. S'il vous plaît. Il faudrait qu'on revoie. Voilà les points sur lesquels nous devons informer la population. Tous ceux qui constituent le membre. Non, mais monsieur Jérémy, patientez. Vous avez parlé votre temps, patientez. Non, lui a eu beaucoup de temps plus que moi. Voilà, vous aurez les. Qui a parlé ici, je n'ai pas. C'est à peine prendre la parole. Vous avez eu beaucoup de temps. Patientez, vous aurez votre. Je vais ici rappeler à M. Jérémy que les élections ou bien les choix des membres de la CENI a été fait dans toute indépendance. Il n'y a pas eu de contraintes. Vous avez débauché. Le pays
doit s'arrêter. Les institutions de l'État ne doivent pas continuer à travailler parce que l'opposition a refusé de participer au processus du choix de candidats. Mais il faudrait que la personne soit crédible. Kadima n'a pas fait l'unanimité au sein de la classe politique. Nous avons fait le débat avec vous ici en ce qui concerne le choix de Denis Kadima. Les confessions religieuses réunies en toute unanimité ont choisi Denis Kadima pour qu'il soit président de la CENI. Non, Kadima n'a pas été choisi par tout le monde. De là, même lorsque nous avons fait un débat avec vous, nous avions souhaité, pour éviter qu'il y ait des troubles dans ce pays, à ce qui concerne le membre de la CENI, que le pouvoir d'organisation des élections revienne au ministère de l'Intérieur, de sorte que celui-ci soit une institution neutre, pour éviter des problèmes. Nous avons le pouvoir, ou bien la Constitution a donné la chance aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, de se choisir un membre pouvant diriger l'organe de la CENI. Ça n'a pas marché et les institutions de l'État ne doivent pas s'arrêter si Moïse Katumbi n'a pas pu y tenir. Et il nous a parlé ici des ministres. Monsieur Jérémy, vous connaissez bien les ministres des Transports. Chéribé Okende. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant il est de l'ensemble. Il est de l'ensemble. Il a pu faire l'essentiel. Nous prenons encore le ministre Mohamed Simba. Vous savez, moi j'ai toujours dit que lorsque vous connaissez quelque chose, faites-le bien parce que votre avenir en dépend. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler des côtés que non, moi. Mais quand même, il était sous l'autorité. Depuis qu'il est sorti, s'il vous plaît, depuis qu'il est sorti du gouvernement, a-t-il tenu un point de presse pour dénoncer qu'il voulait faire quelque chose d'intérêt général en ce qui concerne son, mais on lui a interdit. Dans son secteur et on lui a interdit. Ah ok, premièrement, où sont nos passeports? Non, où sont nos passeports? Où sont nos permis de ministres ont fait. Où sont les passeports? S'il vous plaît. Dites-nous, les passeports sont où? Il n'y a pas de passeports dans ces pays. Est-ce qu'on imprime encore des passeports? Avons-nous des permis? Depuis quand on a arrêté la du ministère des Affaires étrangères, il l'ingère dans les affaires du ministère des Transports. Ce qui n'est pas normal. Mais c'est Jérémy, vous avez les passeports et partez demain au centre de capture. Chez Maître Joseph Mouland. L'impression des passeports on va vous fournir les passeports. L'impression des permis de conduire. Plus moins cher. Actuellement d'ailleurs, moins cher, c'est-à-dire combien? Dans les temps, les passeports se vendaient à 300 quelques $. Et aujourd'hui, c'est combien? Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est à $99. Vous connaissez bien les prix. Monsieur Jérémy, vous allez ramasser. Ne vous en faites pas. Je peux vous donner $99 et vous allez m'amener un passeport. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Je comprends que vous ne me protégez pas. Non, je vous protège. Prenez la parole. Dites seulement la vérité. Dites seulement la vérité. Je ramasse encore un autre point. On dit qu'on a violé la Constitution à ce qui concerne les membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous lisez bien la loi qui organise la Cour constitutionnelle pour que vous parlez qu'il y a violation? Est-ce que vous avez même maîtrisé les articles de la Constitution? Mais vous avez pris l'un de vôtres. Parce qu'on sait qu'une fois qu'il y a des contestations au niveau des élections, lui peut proclamer... vous savez? Oui. Il sera redevable. Vous avez posé une bonne question. C'est une question que vous connaissez. Mais vous voulez que nous puissions élucider. Donc, éclairer la lanterne de la population. Est-ce que vous savez pourquoi Kabound avait été déchu? Non, prenez votre mal en patience, vous allez parler. Non, dites-lui d'abord, est-ce qu'il sait pourquoi c'est Kabound avait été déchu premièrement? Il va répondre. Ne vous en faites pas. Vous allez répondre. Parce que Kabound avait dénoncé. Non, laissez-moi parler avec les clés. Non, vous aurez votre temps. Que le FCC allait déchoir le président parce qu'il a violé la Constitution. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez qu'on ramasse, voilà. S'il vous plaît, on ramasse les articles, vaille pour dire qu'on a violé la Constitution. C'est ça le mal de l'opposition. Faites l'opposition proprement, informez le peuple. Venez avec les dispositions constitutionnelles et par rapport à la procédure utilisée et expliquez que telle disposition, moi je pense qu'elle devrait être respectée en ce sens. Plutôt que venir nous embrouiller ici pour dire que la Constitution a été violée, mais c'est toutefois tenir tête haute et expliquer comment elle a été. Merci beaucoup, Maître Emma. Merci beaucoup. Monsieur Jérémy, vous avez maintenant la parole. Je sais que vous avez eu soif de pouvoir parler. Il a eu beaucoup de temps. Il nous a pris voilà. beaucoup de minutes. En quoi est-ce qu'aujourd'hui Kadima sera-t-il mauvais pour aller aux élections avec lui?
pourquoi est-ce que vous exigez qu'il y ait la révision de l'équipe de la CENI? En fait, j'enchaîne avec une autre question, c'est par rapport à la Cour constitutionnelle. Rapidement. En fait, le commencement même de l'histoire n'a pas été bon. Le choix de M. Kadima a déjà été contesté dès le départ. Lui dit que Kadima a été choisi par toutes les concessions religieuses, mais c'est faux. La Senko n'a pas été d'accord. Il y a aussi les CCN qui n'ont pas été d'accord, et donc le peuple lui-même n'a pas été d'accord. Kadima a été imposé par le régime pour garantir les réussites. Et donc le départ déjà était mauvais. Kadima a été contesté dès le départ. Et même, regardez ce qui se passe, les processus électoraux qui se passent. Avez-vous déjà vécu un enrôlement qui se déroule dans de telles conditions? Jamais depuis 2006. Ce n'est pas la première fois que... Mais c'est une stratégie mise en place par le président de la CENI. Oui, mais une mauvaise stratégie pour décourager les gens. Et ce qui fait que l'enrôlement a été une opération catastrophique. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu les cartes jusqu'à présent. Et donc, vous voyez que Kadima, c'est déjà un mauvais départ. Mauvais départ de la désignation. Mauvais départ avec la première opération qui était comme le test. L'enrôlement des électeurs. Vous voyez comment ça s'est passé. Donc, M. Kadima ne rassure personne. Les membres qui composent le bureau de la CENI ont été débauchés par le régime de M. Chilombo sans contacter les partis politiques. Puisque ce sont les états-majors des partis politiques qui allaient envoyer les noms. Mais ces gens qui ont été débauchés là-bas, les AG Matembo, les autres, les PPRD, ainsi de suite, ils sont arrivés là-bas par quelle autorisation? Eux-mêmes, ils ont été débauchés dans le camp. Donc nous étions ensemble, mais nos frères n'ont jamais été sincères. Mais est-ce que vous pensez que les gens comme des AG Matembo qui viennent de FCC Mosaïque vont-ils cautionner un peu la tricherie? En tout cas, d'abord la façon dont ils ont rejoint le bateau ne rassure personne que ces gens seront intègres et vont servir réellement leur pays. Déjà le départ a été mauvais. Et vous voyez, qui a dénoncé? Ils nous disent que non, ils sont membres de l'opposition, ils sont à la CENI. Qui a déjà dénoncé les antivaleurs qui se passent durant cette période de l'enrôlement des électeurs? Personne ne l'a fait. Et vous allez nous dire que ce sont les cadres de l'opposition qui sont au bureau de la CENI? Personne n'est de l'opposition. Tout le monde a déjà été acheté par le pouvoir et tout le monde est au service du pouvoir. Tout le monde sait et connaît très bien l'histoire de la CENI de M. Kadima. Et donc voilà un peu pourquoi est-ce que le peuple est en train de contester, puisque nous voyons déjà que M. Kadima est en train de planter le décor d'une contestation à venir post-électorale. Alors il est temps de pouvoir rectifier les tirs, il est temps de pouvoir changer les choses afin que ces pays puissent rester. Mais vous avez exigé également la révision un peu de l'équipe constitutionnelle. Oui, en quoi est-ce que l'équipe constitutionnelle n'est pas crédible? Nous l'avons dit ici. Le choix des juges constitutionnels, des juges de la Cour constitutionnelle n'a pas respecté en fait, les règlements ou la Constitution tel que le choix devait se faire. En fait, je vous rappelle une petite histoire. C'est que le président avait fait en choisissant ses membres ou les membres de la Cour constitutionnelle, c'est qu'il avait voulu faire en sorte qu'il puisse être déchu par le bureau de Mabunda. Rappelez-vous, Kabunda avait dénoncé que non, le congrès qui sera tenu ici sera pour destituer. Lui savait que ces gens vont destituer le président, parce qu'en lisant la loi, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir déchoir le président. Et c'était préparé comme ça. Mais malheureusement, bon, ou heureusement pour eux, cela n'a pas abouti. Ils nous ont appelés, nous sommes partis secourir l'UDPS, non, nous sommes immigrés, venez nous aider s'il vous plaît. Le président Moïse Katumbi est parti, nous avons créé l'Union sacrée de la manière dont nous l'avons créée, mais même s'ils n'ont pas respecté les clauses des contrats, ils n'ont pas respecté les engagements, au lieu de travailler pour le peuple, ils sont en train de travailler contre le peuple, au lieu de servir le peuple, ils sont en train de se servir d'abord. Mais quand même, l'UDPS déjà au début avait exigé à ce que si Moïse ne se sent pas à l'aise dans l'Union sacrée, qu'il puisse quitter. Mais Moïse a pris tout son temps, et jusqu'à tel point qu'il dit le bilan est tellement chaotique. Avant que Moïse Katumbi ne quitte l'Union sacrée, Moïse Katumbi a commencé par lancer les alertes. Seulement que nos amis ne comprenaient pas. Je vous ai dit qu'ils vivent dans leur monde. Katumbi a été contacté au début pour venir aider le président. Il est venu. Mais arrivé à l'intérieur, ce qui s'est passé dans l'Union sacrée, il fallait qu'il y ait un cadre de discussion. Il fallait qu'il y ait des consultations. Mais nous nous sommes retrouvés que c'était le régime, le président avec ses collaborateurs qui prenaient pratiquement toutes les décisions. Regardez l'affaire RAM. Qui peut nous expliquer RAM? L'argent qui a été récolté à travers RAM est parti où?
Et donc, ce sont des initiatives comme ça que le président Moïse Katumbi était en train de dénoncer. Tout ce qui allait à l'encontre de l'intérêt du peuple, Katumbi les dénonçait. Il a parlé au président. Il a écrit même des lettres. Il a fait tout ce qu'il a pu faire, mais il n'a jamais été écouté. Et ce qu'il disait n'a jamais été prise en considération. Voilà, merci. C'est ainsi qu'il était temps pour Moïse Katumbi de pouvoir quitter et partir, puisqu'il est dans une chose où les gens ne le comprennent pas. Nous nous sommes fixés l'objectif initial de pouvoir travailler pour le peuple, mais vous vous rendez compte que les gens avec qui vous travaillez ne font que détourner l'argent et affecter aux projets sociaux du peuple. Et lui a dit que les ministres, je reviens un peu sur ce qu'il a dit, les ministres... Rapidement, parce qu'il faut qu'on lui accorde l'État. Je vous informe ici que le projet 145 territoires a été initié par Mwando Simba, l'homme qui a été envoyé par le président. Ce n'est plus le projet du président de la République. Il était en train de travailler sous le leadership du président. Vous travaillez, vous produisez un travail et vous présentez au président de la République. Le président l'a approuvé. Donc, le travail a été chez Moïse Katumbi à travers Mwando Simba et il a été proposé un très bon projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un échec total. Mais Maître Ma, vous avez déjà préparé une tricherie en plaçant en plaçant à la tête de la Cour constitutionnelle quelqu'un de vôtre, en même temps que le processus électoral qui est déjà en cours connaît déjà des sérieux problèmes. Là où ils ont exigé, c'est qu'on revoie un peu le fichier électoral pour que demain, après-demain, qu'il n'y ait pas contestation. L'opposition est en train de se préparer pour ces contestations. Donc les contestations, c'est le régime qui se prépare pour tricher. Nous sommes seulement prévoyants. Nous voyons ce qui arrive. Monsieur Jérémy, vous le laissez aussi parler. Le départ n'est pas bon. Il prépare les contestations au lieu de préparer les élections. Comme aujourd'hui, nous, UDPS, sommes en train de nous préparer pour gagner ces élections. Mais quand il lance une alerte, c'est pour dire que... Nous voyons le mal venir. Il a suivi bien les secrétaires exécutifs de la CENI au niveau provincial. Monsieur Tikins, il a bien dit que tout le monde sera enrôlé. Mais est-ce que vous êtes sûr que ce qui s'est passé ici? Il parle ici qu'il y a eu des cas d'achat de cartes. Pas des cas, tout le monde. Sans dire les preuves. Vous cherchez quel type de preuves? Les propos diffamatoires à l'encontre d'un organe. Non, il y a les gens qui... Je vous informe qu'il y a même les agents de la CENI qui ont été arrêtés. Monsieur Jérémy, prenez votre mal en patience. La population risque de gober une histoire fausse. Non, il semble ignorer cela. Il semble ignorer alors que tout le monde a acheté des cartes. Je disais tantôt qu'il y en a 9. Il y a les 3 sur l'initiative qui sont ici, de l'initiative du Parlement, 3 de l'initiative du président de la République, 3 de l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est comme ça d'abord. Il faut qu'on mette ça dans les têtes des Lualabés qui nous suivent en ce net moment. Et qu'en est-il du premier président Kalouba? Lorsque le président Luamba est décédé, il avait fallu, comme il était du quota du président de la République, il avait fallu qu'on puisse mettre quelqu'un à le remplacer. C'est pourquoi le président Kalouba Honoré l'a remplacé à ses postes. Et quand ce mandat a pris sa fin, il fallait maintenant combler. La Cour se renouvelle par tiers. Donc, après chaque 3 ans, on renouvelle les membres de la Cour. Et si on vient ici pour nous donner... J'ai dit ici que cette déclaration est une vaste aventure. J'ajoute encore que c'est une déclaration... qualifié de populistes. Donc on veut faire voir à la population qu'on aime le Congo de plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les membres de tout ce qu'on a dit dans cette déclaration, qu'est-ce qui est faux? Sont élus selon le règlement de la Cour, selon la Constitution, et rien n'est à contester quant à ce. Je pense que M. Jérémy veut faire une allusion au nom, mais il ne veut pas le dire ici, au nom du président actuel de la Cour constitutionnelle. Monsieur Jérémy, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas dit ça, ne me donnez pas des propos que je n'ai pas tenus. Oui, monsieur Jérémy. Je n'ai pas dit ça, c'est un langage professionnel avéré. Et pour qu'il puisse être élu par ses pairs comme président de la Cour,
il y a des conditions. Et s'il a réuni toutes ces conditions et qu'aujourd'hui il se retrouve président... Mais certains dénoncent déjà... Ce sont les gens qui ont été Oui, Maître Emma, prenez... Et non pas prendre ils ont été imposés. Voilà, prenons un peu les gens qu'on a cooptés au niveau de la Cour constitutionnelle. Certains ont dénoncé qu'ils font partie de l'espace linguistique du président de la République. Ce n'est pas ça. Ça aussi, c'est un autre problème. Ce n'est pas ça. Moi, je vais vous dire ici. Oui. Je vais vous dire ici dans le régime passé. On suit bien la légalité et l'expérience professionnelle de chacun des membres. On a élu. Ils sont au nombre de 9. On fait par tirage au sort. Lorsqu'on fait le tirage au sort, on élit tel président, ça devient maintenant le problème de l'espace linguistique. Moi, je pense que évitons ce débat. Chaque Congolais a droit d'assumer telle fonction, s'il en a l'expérience, bien sûr, et laissons-les travailler tels qu'ils sont. On est en train de terminer l'émission. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Jérémy, votre mot de la fin, parce que les temps nous fait... Voilà, ce que le peuple congolais qui est en train de nous suivre doit comprendre est que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui vivent dans leur monde. C'est pourquoi ils n'écoutent pas les cris de détresse de la population congolaise. Tout ce que l'opposition a dénoncé à Lubumbashi, c'est ça la réalité du peuple congolais. Le peuple a faim. Le peuple est en train d'être tué. Il y a l'insécurité. Les gens ne se sont pas très bien enrôlés. Tout le monde a acheté des cartes. Il y a même eu des agents de la CENI qui ont été interpellés par les responsables de la CENI parce qu'ils ont eu l'argent. Je pense qu'il n'a pas été informé. Maître, je vous informe qu'il y a même ceux qui ont été arrêtés par les responsables propres. La justice, ils doivent arrêter d'instrumentaliser la justice. Ils doivent arrêter les tueries qui sont à l'Est, puisque le pouvoir public, l'État, le gouvernement congolais a toutes les capacités. Nous lui avons donné tous les pouvoirs afin que ce gouvernement puisse agir au nom du peuple congolais pour arrêter les tueries à l'Est. Enfin, nous annonçons la marche du 13 mai 2023. On va marcher contre l'insécurité, dénoncer l'insécurité grandissante dans toutes les grandes villes du pays, dénoncer la vie chère et la pauvreté du peuple congolais, ainsi que dénoncer également le processus électoral qui est déjà mal parti, qui est chaotique. Alors, si les marches sont déjà interdites. Les marches, ce sont des exercices démocratiques. Personne ne peut l'interdire. Maître, rapidement, votre mot de la fin. Merci beaucoup, M. Chounard, pour nous réaccorder encore la parole, afin qu'on puisse donner notre conclusion. Nous disons ici que l'opposition a fait sa part d'aventure. Nous sommes en train de l'observer. Où est-ce qu'il va aboutir? Pendant qu'il critique sur papier les problèmes de l'insécurité, le président de la République a doigté du doigt le Rwanda qui serait derrière, ou bien qui est derrière le M23. Son président à lui ne l'a jamais fait, parce qu'il est en connivence avec ces mêmes rebelles là-bas. C'est vous qui nous avez présenté Kagame comme votre frère. Député national. Vous avez présenté Kagame comme étant votre frère. Mais vous nous dites ici que non, de la tuerie qu'il a menée depuis 2001 jusqu'en 2004 ou 2003. Et aujourd'hui, il vient nous donner la leçon de la paix. Le président de la République est en train de travailler. Même les Congolais, aujourd'hui, peuvent l'attester que le président fournit beaucoup d'efforts afin que la paix soit rétablie. Voilà, merci beaucoup. Madame, le M23, c'est l'UDPS qui est le M23. Le M23, c'est un mouvement qui n'a pas commencé avec l'UDPS. Mais vous l'avez activé. Le M23 on est à la fin. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés, monsieur Jérémy, à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre, madame. Vous étiez nombreux à nous suivre partout en République démocratique du Congo. Madame, monsieur, nous vous disons merci. Merci à mes deux invités. Et surtout que nous allons nous retrouver très prochainement avec d'autres débats. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.